Juste avant l'anniversaire de ma belle-mère, j'ai retiré tout mon argent, et j'ai bloqué mes cartes bancaires. Mon mari racontait avec une joie non dissimulée quelle voiture magnifique il allait acheter à sa mère. Mais ce qui s'est passé le lendemain a stupéfié absolument tout le monde. Je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, au 23e étage, et je regardais la ville s'assombrir. Paris brillait de mille feux. Quelque part en bas, les gens se pressaient de rentrer chez eux après le travail, mais je n'arrivais pas à bouger d'un centimètre. Les négociations avec nos partenaires allemands venaient tout juste de s'achever, 3 heures de discussions intenses, et finalement, le contrat était signé. 2 millions d'euros pour notre entreprise. J'aurais dû m'en réjouir, mais à l'intérieur, je ne ressentais qu'une immense fatigue. J'ai 32 ans. Je suis directrice informatique dans une grande entreprise de la capitale. Mon salaire est de 8 000 € net par mois. Cela semble impressionnant, n'est-ce pas? Mais quand je rentrais chez moi, à Boulogne-Billancourt, dans notre appartement de 4 pièces que j'avais acheté avec mon propre argent avant le mariage, rien ne m'attendait, à part de nouvelles requêtes financières. Hugo, mon mari, m'a accueilli dans le couloir avec un grand sourire. Il a 35 ans, et ces 2 dernières années, il ne travaille pas officiellement. Il se dit « consultant en affaires », bien que j'ai compris depuis longtemps que ce n'est qu'un joli mot pour désigner son oisiveté. Il portait un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt. Dans la cuisine, il flottait une odeur de brûlé. De toute évidence, il avait encore essayé de cuisiner quelque chose, puis avait abandonné en cours de route. « Annette, ma chérie », m'a-t-il dit en m'enlaçant et en m'embrassant sur la joue. « Comment se sont passées tes négociations ? » « Bien, nous avons signé le contrat. »« C'est ma chérie, ça. » Il s'est reculé, et il m'a pris les mains. Dans ses yeux dansaient de petites lueurs joyeuses, et je me suis tout de suite méfiée. Il avait toujours ce regard-là quand il préparait un mauvais coup. « Écoute, demain c'est l'anniversaire de maman, c'est 58 ans. Tu t'en souviens ? Comment aurais-je pu oublier ? Valentine, ma belle-mère, ancienne comptable et aujourd'hui à la retraite, me rappelait l'approche de cette fête depuis 3 longs mois. À chaque fois que je lui apportais des courses, ou une énième somme d'argent pour des dépenses imprévues, elle me parlait de son anniversaire. Elle me racontait comment elle allait inviter toutes ses amies, et affirmait haut et fort que ce devait être un jour exceptionnel. Bien sûr que je m'en souviens, ai-je répondu, en retirant mes chaussures. Mes pieds me faisaient terriblement souffrir après une journée entière sur des talons. J'ai tout organisé. Hugo m'a suivi dans la cuisine, où j'ai ouvert le réfrigérateur pour chercher quelque chose de comestible. Le restaurant Le Panorama, j'ai réservé une salle pour 30 personnes. Tu imagines le banquet que ça va être? Je me suis figée, une brique de lait à la main. 30 personnes? Hugo, mais c'est... Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Il a fait un geste de la main, comme pour chasser une mouche agaçante. Le restaurant est très chic. Maman sera ravie. Elle le mérite amplement. Je voulais lui demander quel était le budget prévu. Je voulais savoir qui allait payer pour ce banquet de 30 personnes, dans l'un des restaurants les plus chers de la ville. Mais les mots me sont restés en travers de la gorge. En 3 ans de mariage, j'avais appris à lire entre les lignes. Bien sûr, c'est moi qui allais payer. C'était toujours moi qui payais. J'ai sorti du fromage et des tomates du réfrigérateur, décidé à me préparer une petite salade rapide. Hugo continuait de parler de la fête du lendemain, des plats luxueux qu'il avait commandés, et des grands crus qui seraient servis sur les tables. J'écoutais d'une oreille distraite, tout en coupant machinalement mes légumes. Je vais prendre une douche, ai-je dit, quand il s'est enfin tu. La salle de bain était mon ultime refuge. Là, je pouvais rester seule quelques instants, et simplement réfléchir. J'ai fait couler l'eau, je me suis déshabillée, et j'allais me glisser sous le jet quand j'ai entendu la voix d'Hugo venant du salon. Il parlait fort, d'un ton manifestement joyeux. « Petite maman, comment ça va ?» Je me suis figée. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, et sa voix me parvenait très distinctement. Il l'appelait en appel vidéo. « Mon fils,
tu n'as pas oublié mon cadeau? La voix de Valentine était particulièrement mielleuse. J'ai tellement parlé de ma nouvelle voiture à tout le monde. À l'intérieur de moi, quelque chose s'est brisé net. Bien sûr que non, maman. Demain, on va chez le concessionnaire juste après le déjeuner. Une BMW X5, exactement comme tu le voulais. De couleur blanche. Je me suis appuyée contre le mur, en plaquant une main sur ma bouche. Une BMW X5. Blanche. Je connaissais très bien ce modèle. C'était 85 000 €, au grand minimum. Mais tu auras assez d'argent? C'est très cher, là-bas. Une fausse inquiétude perçait dans la voix de ma belle-mère. On a un budget commun avec Anne, a répondu Hugo, d'un ton si léger qu'on aurait cru qu'il parlait d'acheter une baguette de pain. Elle gagne très bien sa vie. Et en plus, elle a pas mal d'économies de côté. Quelle femme intelligente, s'est extasiée Valentine. Voilà ce qu'on appelle une bonne épouse. Pas comme Céline, la femme des Martin, cette misérable radine. Oui, Anne ne s'en rendra même pas compte, a ricané Hugo. Elle accepte toujours. L'essentiel, c'est de bien lui présenter la chose. Je restais là, accroché au lavabo à deux mains, et je fixais mon reflet dans le miroir embué. Mon visage était pâle, mes yeux grands ouverts. Elle ne s'en rendra même pas compte. Elle accepte toujours. Des chiffres ont soudainement surgi dans mon esprit, avec une clarté effrayante. Il y a 3 ans, quand nous nous sommes mariés, j'étais une petite sotte follement amoureuse. Hugo était charmant, il parlait de notre avenir avec une belle éloquence, et de la vie merveilleuse que nous allions construire ensemble. Il promettait de créer son entreprise, de devenir un homme à succès. Et en attendant, je pouvais bien subvenir aux besoins de la famille, n'est-ce pas? Ce n'était que temporaire. Mais ce « temporaire » s'est étiré sur 3 longues années. Les travaux dans l'appartement de ma belle-mère, 20 000 €. C'était la première année de notre mariage. Valentine se plaignait si pitoyablement de ses conditions de vie misérables, du papier peint qui se décollait, et de la plomberie d'un autre âge. Hugo m'avait supplié pendant une semaine entière, après tout, c'était sa mère, comment pouvait-il la laisser vivre ainsi? Et j'avais cédé, je lui avais donné l'argent pour les rénovations. Ensuite, il a fallu acheter des meubles, 7 000 € pour un nouveau salon, un canapé luxueux, et des fauteuils. Puis l'électroménager, un réfrigérateur, un lave-linge, une grande télévision, soit 5 000 € de plus. Les voyages. Valentine avait besoin de se reposer, de faire des cures thermales. Les séjours à Vichy, 12 000 € pour 3 cures. Les vêtements de marque, les cadeaux onéreux à chaque fête. L'aide mensuelle de 500 €, sous prétexte que sa pension de retraite ne suffisait pas. Je n'avais jamais fait le calcul total, par pure lâcheté. Mais là, debout dans ma salle de bain, en écoutant mon mari discuter joyeusement avec sa mère de l'achat d'une voiture hors de prix avec mon argent, et dans mon dos, j'ai fait les comptes. 50 000 € dépensés pour ma belle-mère en 3 ans. Et pour Hugo lui-même? Il n'avait pas travaillé depuis 2 ans. Je subvenais entièrement à ses besoins. La nourriture, les vêtements, les loisirs de monsieur. Ces brillantes idées de start-up, pour lesquelles je lui donnais des fonds, et qui échouaient invariablement. La voiture que j'avais achetée et mise à son nom, encore 35 000 € au bas mot. Soit plus de 85 000 €. Et lui, pendant toutes ces années, il avait gagné à peine 3 000 € en faisant quelques consultations sporadiques. L'eau de la douche continuait de couler. Je me suis avancée machinalement sous le jet, mais je ne ressentais ni la chaleur, ni le froid. Dans ma tête, une seule question tournait en boucle, comment en étais-je arrivé là? Quand je suis sortie de la salle de bain, vêtue de mon peignoir, Hugo était assis sur le canapé. Il faisait défiler quelque chose sur son téléphone, avec un large sourire aux lèvres. « Anne, n'oublie pas de prendre toutes tes cartes bancaires demain », m'a-t-il dit sans même lever les yeux. On pourrait en avoir besoin à la fête. « Bien sûr, mon chéri », ai-je répondu d'une voix parfaitement calme. Il m'a regardé avec une pointe de surprise.
Il s'attendait probablement à des questions, ou à une certaine forme de résistance. Mais je me suis contentée de sourire gentiment, et je suis allée dans la chambre. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai fait semblant que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avons dîné, c'est-à-dire que j'ai fini ma salade froide, et qu'Hugo a réchauffé la pizza qu'il avait commandée l'après-midi. Il m'a parlé de ses grands projets pour le lendemain, et du déroulement festif du jubilé. J'opinais du chef, en glissant un bref commentaire de temps en temps. À 10h30, il s'est endormi. Hugo s'endormait toujours très vite, le cœur léger, comme un bébé. Je suis restée allongée à ses côtés, les yeux plongés dans l'obscurité, en écoutant sa respiration régulière. Un plan prenait forme dans mon esprit, un plan clair, froid, et impitoyable. J'ai attendu jusqu'à 2h du matin. Hugo dormait profondément, il ronflait même un peu. Je me suis levée sans faire le moindre bruit, j'ai enfilé mon peignoir, et je suis allée dans le salon. J'ai sorti mon ordinateur portable, et je me suis connectée à mon application bancaire. Mes mains bougeaient avec rapidité et une assurance absolue. Je savais exactement ce que j'avais à faire. Première étape, j'ai transféré 60 000 € vers un nouveau compte épargne, avec un blocage strict de 6 mois. Cet argent ne pouvait être retiré avant terme sous aucun prétexte, pas même par mois. C'étaient mes économies, accumulées après des années de dur labeur. Ce que je mettais de côté pour l'avenir, pour notre avenir, comme je l'imaginais bêtement autrefois. Deuxième étape, j'ai bloqué toutes mes cartes de débit. L'application bancaire proposait une option de sécurité nommée « Activité suspecte ». Je l'ai activée, et toutes mes cartes ont été automatiquement gelées jusqu'à nouvel ordre. Pour les débloquer, il fallait se rendre en personne au guichet de l'agence, muni d'une pièce d'identité. Troisième étape, les cartes de crédit. Hugo était porteur secondaire de 2 de mes cartes de crédit. Le plafond autorisé de chacune était de 3 000 €. Je suis allée dans les paramètres, et j'ai fait sauter toutes les limites de dépenses. Qu'il s'endette jusqu'au cou s'il le souhaite. Ce seraient ses propres dettes, et certainement pas les miennes. J'avais vérifié la jurisprudence à plusieurs reprises, oui, selon la loi, le porteur secondaire est pleinement responsable de ses propres dépenses. Quatrième étape, j'ai laissé très exactement 500 € sur le compte courant principal, juste de quoi payer la nourriture et les dépenses de base pour une petite semaine. Pas un centime de plus. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai regardé l'heure sur l'écran, il était 2h30 du matin. La journée du lendemain allait être particulièrement intéressante. Je suis retournée me coucher, je me suis allongée près de mon mari qui ronflait allègrement, et, à ma grande surprise, je me suis endormie instantanément. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite, sans faire de cauchemar. Le matin, Hugo s'est réveillé d'excellente humeur. Il sifflotait un air joyeux en prenant sa douche. Il est arrivé dans la cuisine en jean et en belle chemise, dégageant une forte odeur d'eau de Cologne bon marché. Aujourd'hui est un grand jour, a-t-il annoncé en se servant un grand café. Maman va être tellement heureuse. Je l'observais depuis la table de la cuisine, ma tasse de thé à la main. C'était une sensation étrange de voir cette personne comme si j'étais détachée de tout. J'ai remarqué qu'il avait pris pas mal de poids pendant ces 2 années d'oisiveté, que sur sa chemise trônait une tache du dîner de la veille qu'il n'avait même pas pris la peine de nettoyer, et que dans ses yeux, il n'y avait rien d'autre que l'anticipation égoïste de son propre plaisir. J'ai rendez-vous chez le concessionnaire auto à 14h, a-t-il poursuivi. J'irai choisir la voiture avec maman. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Pourquoi est-ce que cela me dérangerait, ai-je demandé avec un large sourire. Il m'a regardé avec un certain étonnement. Il s'attendait sûrement à une dispute, ou au moins à quelques questions embarrassantes. Mais j'étais plus sereine que jamais. C'est parfait, alors. Il a fini son café d'un trait. On s'appelle ce soir, d'accord? Je te raconterai comment ça s'est passé en détail. Bonne chance, ai-je répondu doucement. Il est parti le cœur léger, et il m'a même embrassé tendrement pour me dire au revoir. La porte s'est refermée dans son dos, et je me suis retrouvée seule dans l'appartement. Pendant les heures qui ont suivi,
j'ai agi avec une rapidité et une méthode clinique. J'ai appelé mon bureau, j'ai expliqué que je ne me sentais pas bien, et que je prenais ma journée de repos. Ensuite, j'ai ouvert le site web d'une compagnie aérienne, et j'ai acheté un billet d'avion pour Bali. Le décollage était prévu le soir même, à 23h30. Un aller simple, en classe affaires. 3 000 € le billet. Mais après tout, je pouvais amplement me le permettre. J'ai réservé une magnifique villa au bord de l'océan pour un mois entier, 3 000 € également. Piscine privée, vue panoramique sur la mer, calme et tranquillité garantie. J'ai rédigé et envoyé une demande de congé sans solde de 2 mois. J'avais des jours de congé cumulés, mais j'en ai pris davantage pour être tranquille. L'entreprise était très compréhensive avec ses employés les plus rentables, donc je savais qu'il n'y aurait aucun problème. À 11h du matin, j'ai appelé un taxi pour rentrer chez moi. Hugo devait être au garage avec sa mère, en plein choix des finitions de sa fameuse BMW. J'ai imaginé la tête qu'il ferait quand la transaction de sa carte serait refusée. Bizarrement, je ne ressentais ni colère, ni sentiment de triomphe mesquin. Juste un calme glacial et profond. Une fois à la maison, j'ai sorti une immense valise, et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai pris que des vêtements d'été, des robes légères, des shorts, des maillots de bain. Mes produits de beauté essentiels, mes papiers d'identité, et mon ordinateur portable. Tout le reste, absolument tout, je le laissais là. Je n'avais plus aucun besoin des objets futiles de mon ancienne vie. Quand la valise a été bouclée, je me suis assise à la table de la salle à manger, et j'ai pris une feuille de papier vierge. J'ai réfléchi un bref instant, puis j'ai commencé à écrire. De manière soignée, très lisible, point par point. Cette lettre se devait de tout lui expliquer clairement. Hugo. Si tu lis ceci, c'est que ton formidable plan a échoué. Tu n'as pas acheté la BMW pour ta mère, et le banquet n'a pas été réglé. Tu es surpris? Hier soir, j'ai écouté aux portes pendant ta conversation avec elle. 85 000 € pour une voiture. Un restaurant de luxe à 8 000 €. Le tout financé avec mon argent, et sans le moindre consentement de ma part. Tu n'avais même pas l'intention de me demander mon avis. Sache qu'en 3 ans de mariage, j'ai dépensé 50 000 € rien que pour ta mère. Voici la liste détaillée de mes frais. Travaux dans son appartement, 20 000 €. Meubles et électroménagers, 12 000 €. Voyage et cure thermale, 12 000 €. Vêtements et cadeaux d'hiver, 2 000 €. Aide financière mensuelle, 18 000 €. Frais divers et imprévus, 4 000 €. Et pour toi, au cours de ces 3 mêmes années. Ton entretien personnel, 30 000 €. Tes idées d'entreprise fumeuses, 50 000 €. Ta belle voiture, 35 000 €. Soit un grand total de plus de 160 000 € de mon argent durement gagné. Toi, pendant ces 3 longues années, tu as gagné à peine 3 000 €. J'ai donc bloqué toutes mes cartes, j'ai mis mon argent à l'abri, et j'ai lancé une procédure de divorce par l'intermédiaire d'un avocat. L'appartement m'appartient à 100%, il a été acheté avant notre mariage, et j'ai fini de rembourser mon crédit bien avant de t'épouser. La voiture est à moi, elle est immatriculée à mon nom. Dans très exactement 7 jours, des serruriers viendront changer les serrures de la porte. Tu as donc une petite semaine pour récupérer tes précieuses affaires. De mon côté, je m'envole pour Bali. C'était mon rêve absolu, un rêve dont je te parlais depuis 3 ans. Tu te moquais constamment de moi en disant « Pourquoi aller à Bali, alors qu'on a tellement de choses à faire ici en France ?» Désormais, mes affaires se régleront sur une plage de sable fin, avec un cocktail à la main. Les tiennes, en revanche, se résument à 12 000 € de dettes urgentes. Le restaurant chic, plus tes cartes de crédit dont j'ai soigneusement retiré la limite. Bonne chance pour la suite, Anne. PS, attends-toi aussi à recevoir la belle facture du salon de beauté de ta mère, pour un montant de 400 €. C'est moi qui l'ai réservé en ton nom ce matin. Surprise.
J'ai relu la lettre attentivement, je l'ai pliée dans une enveloppe, et je l'ai posée bien en évidence sur la table de la cuisine. Juste à côté, j'ai disposé très soigneusement tous les reçus et relevés bancaires imprimés des 3 dernières années. Qu'il regarde bien ces chiffres en face. Ensuite, j'ai passé un autre coup de téléphone. Au restaurant Le Panorama. Bonjour, ici Madame Anne. Je voudrais confirmer la réservation faite au nom de Hugo pour ce soir. Oui, nous avons bien cette réservation à ce nom. Pour 30 personnes. C'est parfait. Je voudrais préciser la commande. Ce sera le menu premium pour tout le monde. Les meilleurs vins de votre cave. Et un énorme gâteau de fête. Le gérant a fait ses calculs, et m'a annoncé le montant estimé, 8 000 €. C'est absolument parfait, ai-je dit. Aucun acompte n'est requis à l'avance, n'est-ce pas? Non madame, le règlement pourra s'effectuer après le banquet. Merveilleux. Je vous remercie. J'ai raccroché avec un franc sourire. Hugo était persuadé qu'il allait flamber avec ma carte. Il allait avoir une sacrée déconvenue. Mon tout dernier appel a été pour le luxueux salon de beauté que Valentine m'avait un jour chaudement recommandé. Bonjour. Je souhaite prendre rendez-vous pour Madame Valentine, pour un soin complet. Aujourd'hui même, si c'est possible. Nous avons justement un créneau qui s'est libéré à 16 heures. Parfait, elle sera là sans faute. Forfait complet s'il vous plaît, massage relaxant, masque, et un brushing. Cela fait bien 400 €? Et le paiement se fait sur place? Oui madame, tout à fait. Notez bien dans le dossier, s'il vous plaît, que c'est un cadeau surprise de la part de son fils Hugo. J'ai imaginé ma belle-mère, se rendant joyeusement au salon de beauté, persuadée que c'était une délicate attention de son fils adoré. Et ensuite, il faudrait inévitablement passer à la caisse. Mais avec quoi allait-elle payer? C'était là toute la beauté de la chose. À 17 h tapantes, j'ai commandé un taxi pour rejoindre l'aéroport. J'ai fait le tour de l'appartement une toute dernière fois. Pendant 3 ans, j'avais considéré cet endroit comme mon véritable foyer. Mais un foyer, ce ne sont pas que des murs en béton. C'est l'endroit où l'on vous apprécie à votre juste valeur, et où l'on vous aime sincèrement. Ici, je n'avais fait qu'être exploité sans vergogne. Mon téléphone a commencé à sonner de manière hystérique, à 17 h 30 précise. C'était Hugo. J'ai regardé l'écran clignoter, et j'ai tranquillement appuyé sur « Rejeter ». Encore un appel. Puis un autre. J'ai activé le mode « Ne pas déranger » du téléphone, et j'ai envoyé un rapide SMS à ma mère. « Maman, tout va très bien pour moi. Je pars en vacances loin d'ici. Je t'expliquerai tous les détails plus tard. Je t'aime fort. » Le taxi m'attendait déjà en bas de l'immeuble. J'ai pris ma valise à roulettes, mon sac avec mon ordinateur de travail, j'ai jeté un ultime regard à l'appartement, et j'ai fermé la porte à double tour. Dans la voiture, je me suis enfin autorisée à relâcher la pression et à souffler. Mes mains tremblaient légèrement, un mélange indéfinissable de peur, d'excitation, et d'impatience. Je ne savais pas ce qui m'attendait à l'autre bout du monde, mais j'étais intimement certaine d'avoir laissé derrière moi une vie toxique qui m'épuisait à petit feu. Le chauffeur a allumé la radio, et une musique douce a envahi l'habitacle. Paris défilait lentement par la fenêtre, les lumières des lampadaires, les voitures coincées dans les embouteillages, les passants pressés. Quelque part là-bas, dans une luxueuse concession automobile, mon cher mari essayait désespérément d'acheter un véhicule avec de l'argent qui n'existait plus. Quelque part là-bas, dans un restaurant étoilé, on dressait de belles tables pour un banquet que personne ne pourrait jamais payer. Mon téléphone continuait de vibrer silencieusement dans mon sac à main. Je n'ai même pas daigné regarder l'écran. Je m'en fichais royalement. À l'aéroport, je me suis enregistrée, et j'ai déposé ma grosse valise en soute. Il me restait 3 bonnes heures avant le décollage. Je me suis assise dans un fauteuil confortable de la salle d'embarquement, j'ai commandé un café chaud, et j'ai allumé mon ordinateur. Je me suis connectée, et j'ai vérifié ma boîte mail.
Il y avait un message de l'avocat que j'avais mandaté le matin même. Il me confirmait que les papiers du divorce étaient prêts à être envoyés. Aucun partage des biens n'était à prévoir, puisque tout était juridiquement à mon nom. Hugo n'avait droit qu'à ses stricts effets personnels. L'appartement, la voiture, les comptes en banque bien remplis, tout était à moi, acheté bien avant notre mariage, ou avec mes propres revenus exclusifs. J'ai refermé l'ordinateur, et j'ai levé les yeux vers le grand tableau lumineux des départs. Vol direct pour Bali, début de l'embarquement dans 2 heures. Des souvenirs ont soudainement afflué dans ma mémoire, notre rencontre avec Hugo, il y a 4 ans. Il était si charmant, tellement intéressant. Il me parlait avec passion de ses rêves, et de son ambition de monter sa propre entreprise révolutionnaire. Je croyais sincèrement en lui. Je le croyais sur parole quand il me demandait de l'argent pour lancer sa fameuse start-up. Je le croyais quand il jurait que cette situation difficile n'était que provisoire, je le croyais quand il me suppliait d'aider financièrement sa mère en détresse. Et puis, sans même m'en rendre compte, je m'étais transformée en une vulgaire vache à lait. Je travaillais comme une acharnée, je ramenais de gros salaires à la maison, et tout disparaissait instantanément dans le puissant fond de leurs caprices. Le plus terrible dans tout cela, c'est que je m'y étais habituée. Je m'étais habituée à tout donner, sans jamais rien recevoir en retour. Mais cette nuit-là, en surprenant cette odieuse conversation sur une voiture à 85 000 €, je m'étais enfin réveillée de ma torpeur, et j'avais compris que la récréation était terminée, c'était fini. L'embarquement pour mon vol a été annoncé au micro. J'ai pris mon sac, et je me suis dirigée d'un pas alerte vers la porte. À chaque pas que je faisais, je me sentais de plus en plus légère. L'appréhension s'estompait, laissant la place à une douce euphorie. Je m'envolais vers un avenir inconnu, seul, mais totalement libre. Dans la cabine de l'avion, j'ai pris place côté hublot, et j'ai bouclé ma ceinture. Il n'y avait personne sur le siège à côté de moi, la classe affaires étant à moitié vide. L'hôtesse de l'air est venue m'apporter une coupe de champagne frais. J'ai pris le verre en cristal, j'ai regardé les petites bulles remonter gracieusement à la surface. À ma nouvelle vie, ai-je murmuré pour moi-même, avant de prendre une première gorgée. L'appareil a pris de la vitesse sur la piste, et a quitté le sol dans un grondement sourd. Paris s'éloignait en contrebas, devenant de plus en plus minuscule. Les lumières scintillantes de la ville se fondaient en de longs fils lumineux et dorés. Quelque part tout en bas se trouvait Hugo, quelque part là-bas commençait son inéluctable cauchemar personnel, tandis que moi, je volais à la rencontre du soleil. Hugo se tenait planté au beau milieu de la concession BMW, et il sentait littéralement le sol se dérober sous ses pieds. Le terminal de paiement venait de rejeter sa carte bancaire pour la 3e fois consécutive. Le vendeur, un jeune homme fringant en costume sur mesure, souriait toujours poliment, mais une pointe d'impatience perçait déjà clairement dans son regard. C'est peut-être un simple problème technique lié au réseau de votre banque, a-t-il suggéré avec tact. Souhaitez-vous que l'on réessaie un peu plus tard? Non, attendez. Hugo a fouillé frénétiquement dans son épais portefeuille, pour en sortir une autre carte. Je vais essayer avec celle-ci, ça devrait passer. Valentine se tenait majestueusement à côté de lui, vêtue d'une robe bordeaux flambant neuve, qu'elle avait achetée la veille avec la carte de crédit généreusement octroyée par Anne. La robe avait coûté près de 250 €, mais elle avait estimé qu'il ne fallait surtout pas faire de petites économies pour une si belle occasion. Elle portait de nouvelles chaussures en cuir, et de nouvelles boucles d'oreilles scintillantes. Elle était sur son 31, rayonnante de bonheur. Du moins, jusqu'à cet instant précis. Qu'est-ce qui se passe, mon fils, a-t-elle demandé, la voix soudainement empreinte d'une vive inquiétude. Tout va très bien, maman, on règle ça tout de suite, a bredouillé Hugo, en tendant une 4e carte, légèrement tremblant, au vendeur. C'était sa propre carte de crédit, une carte additionnelle associée au compte d'Anne. Le terminal a mouliné quelques longs instants, puis a affiché le résultat implacable, autorisation accordée pour 3 000 €. Seulement 3 000 € sont passés, a annoncé le vendeur, mal à l'aise. Or, le véhicule coûte 85 000 €. Peut-être que... Donnez-moi une petite minute.
Hugo s'est mis à l'écart, en sortant précipitamment son téléphone de sa poche. Ses doigts tremblaient tellement qu'il a eu le plus grand mal à composer le numéro de sa femme. Des tonalités, de longues tonalités interminables dans le vide, suivies de bips courts et secs. L'appel était rejeté. Il a réessayé, la gorge nouée. Rejeté à nouveau. Une troisième fois. Une quatrième. Une cinquième. Bordel de merde, a-t-il juré entre ses dents serrées, avant de taper le plus rapidement possible un message. Anne, c'est très urgent. Pourquoi les cartes ne marchent pas du tout? Le message est parti. Un seul petit crochet est apparu sur l'écran, non distribué. Il a alors composé le numéro de la ligne d'urgence de sa banque, en pressant son téléphone contre son oreille avec une telle force que ses jointures en blanchissaient. Bonjour, vous êtes bien au service client de la banque, que puis-je faire pour vous, a répondu une voix féminine très cordiale. Mes cartes ne passent plus du tout. Que se passe-t-il sur mes comptes? Veuillez me communiquer votre numéro de carte à 16 chiffres et votre mot de passe de sécurité, s'il vous plaît. Hugo a dicté ses informations personnelles d'une traite, et a patienté, retenant son souffle. Chaque seconde d'attente lui paraissait durer une éternité. Valentine l'observait fixement, le visage de plus en plus figé par l'angoisse. Monsieur, vos cartes ont été bloquées à l'initiative stricte du titulaire du compte, l'a informé l'opératrice d'un ton professionnel. Ceci fait suite à une déclaration d'activité suspecte. Vous ne pourrez les débloquer qu'en vous présentant physiquement en agence, muni d'une pièce d'identité valide. Mais je suis porteur secondaire de ce compte. Je suis profondément navré, monsieur, mais le blocage de sécurité s'applique automatiquement à toutes les cartes liées à ce compte principal. Vous devez impérativement contacter le titulaire principal pour régulariser la situation. Hugo a balancé violemment son téléphone dans la poche de sa veste, et s'est tourné vers le vendeur, qui attendait patiemment son retour, les bras croisés dans le dos. Écoutez, je vous assure que c'est une erreur de leur part. Un stupide bug informatique, a-t-il bafouillé, la voix fuyante et tremblante. Je le comprends tout à fait, monsieur, a acquiescé le vendeur, avec cette politesse exquise qui est bien pire que la pire des arrogances. Souhaitez-vous repasser nous voir lorsque vous aurez définitivement réglé ce malentendu fâcheux avec votre banque? Quel malentendu, bon sang, s'est soudainement exclamé Valentine, d'une voix perçante qui a résonné dans tout le hall. Mon fils m'achète une voiture de luxe. Nous avons l'argent nécessaire. Plusieurs clients présents dans la concession se sont retournés, interloqués. Un couple élégant en tenue de ville, qui admirait une grosse berline allemande, a échangé un regard lourd de sous-entendus. Le commercial qui s'occupait d'eux a également jeté un œil désapprobateur dans leur direction. Maman, tais-toi, par pitié, a chuinté Hugo. On s'en va, tout de suite. Il n'en est absolument pas question. Valentine l'a attrapé fermement par la manche de sa veste. Tu me l'avais juré. Tu avais clamé à tout le monde que tu allais m'acheter une BMW. Une belle blanche. Petite maman, je t'en supplie, calme-toi. Mais elle ne l'écoutait déjà plus. Elle s'est adressée directement et avec véhémence au vendeur. Vous ne voyez donc pas que mon fils a largement les moyens de payer votre voiture? C'est juste un stupide problème informatique de leur côté. Nous sommes de très bons clients. Je conçois parfaitement votre frustration, madame. Le vendeur est resté totalement impassible, le visage fermé. Mais sans la validation du paiement, nous ne pouvons matériellement pas finaliser la vente. C'est la procédure habituelle et obligatoire. Hugo a recomposé le numéro d'Anne. Encore, et encore. 15 appels de suite, sans discontinuer. Tous ont été rejetés immédiatement, ou sont restés sans aucune réponse. Il lui a envoyé 10 messages d'alerte supplémentaires, mais aucun n'a eu de retour de sa part. Il a commencé à ressentir une désagréable et douloureuse boule au fond du ventre. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. On part d'ici, a-t-il dit d'un ton sec, en saisissant sa mère par le coude pour l'entraîner. Lâche-moi immédiatement, s'est-elle débattue vigoureusement. Je ne partirai pas d'ici sans ma nouvelle voiture.
Madame. Le vendeur a fait un signe très discret, presque imperceptible, au vigile de sécurité posté à l'entrée. Voulez-vous vous asseoir un petit instant dans nos fauteuils, et boire un grand verre d'eau fraîche? Je sais très bien que la situation est fâcheuse, mais vous nous traitez ouvertement comme des mendiants, a-t-elle sifflé, rouge de colère. Le vigile, un homme particulièrement imposant d'une bonne cinquantaine d'années, s'est approché de leur petit groupe. Sans être directement menaçant, il était très clair sur ses intentions de les faire sortir. Maman, ça suffit les caprices. Hugo l'a tiré de force vers les portes automatiques. On y va. Tout de suite. Elle s'est débattue de toutes ses forces, mais il lui tenait trop fermement le bras. Les yeux de Valentine étaient totalement embués de larmes, des larmes mêlées de rage impuissante et de profonde humiliation. Ils sont sortis à l'air libre sur le grand parking bitumé, où était garée la vieille voiture d'Anne, une berline classique modèle 2015. Jadis, Anne l'utilisait tous les jours pour se rendre au travail. Puis, quand Hugo a exigé d'avoir une voiture neuve pour son standing, elle avait acheté un SUV flambant neuf à son nom, et avait gardé l'ancienne pour faire les courses et les petits trajets. Un lourd, très lourd silence s'est installé dans l'habitacle exigu. Hugo a démarré le moteur avec brutalité, et a quitté le stationnement en trombe. Valentine regardait fixement par la vitre passager, les lèvres tremblantes de dépit. Je l'avais dit à tout le monde, a-t-elle fini par lâcher dans un sanglot. À absolument toutes mes amies, au Martin, à tous les voisins du quartier. Je leur avais dit que tu m'offrais une BMW. Maman, je ne savais vraiment pas que ça se passerait comme ça aujourd'hui. Les Martins viennent au banquet ce soir. Sa voix s'est brisée pour se transformer en un véritable cri strident. Ils vont venir parader avec leur nouvelle Mercedes hors de prix, et ils me demanderont d'un air suffisant où est garée ma voiture. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Hugo n'a pas répondu un traître mot, serrant nerveusement le volant entre ses mains moites. C'était le chaos le plus total dans sa tête. Ses cartes bancaires étaient bloquées, Anne ne répondait à aucun de ses appels, et le soir même, il y avait ce satané restaurant de luxe à payer. 30 invités sur liste. Une note astronomique de 8 000 €, au grand minimum. Il s'est garé à la hâte sur le bas-côté de la route, a ouvert son application bancaire d'une main tremblante, et s'est connecté à son compte personnel. Solde disponible, 54 €. Des sueurs particulièrement froides ont commencé à couler le long de son dos. Il a vérifié fébrilement le compte joint familial, celui sur lequel il n'avait qu'un simple droit de regard. Solde disponible, 500 €. Tous les autres comptes épargne étaient grisés et totalement inaccessibles. Elle a fait un truc, a-t-il chuchoté, blême. Elle a touché à tout l'argent. Quoi? Qui ça? Valentine s'est tournée brusquement vers lui, les yeux écarquillés. Anne. Elle a bloqué toutes les cartes. Elle a vidé tous les comptes. Comment ça, elle les a vidés? C'est impossible. Je n'en sais rien du tout. Il a frappé violemment le volant du plat de la main, hors de lui. J'en sais foutre rien. Ils sont arrivés en silence chez Valentine. Un petit appartement étriqué de 2 pièces dans un très vieil immeuble parisien, qu'elle occupait depuis des décennies. Les fameux travaux de rénovation à 20 000 €, les meubles neufs de designer, l'électroménager dernier cri. Tout était là, sous leurs yeux. Hugo s'est laissé tomber lourdement sur le canapé du salon, le visage enfoui dans les mains pour cacher son désarroi. Valentine, elle, faisait les 100 pas dans la pièce, en se lamentant bruyamment. Qu'est-ce qu'on va dire aux invités ce soir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter comme mensonge? Comment je peux me pointer au restaurant dans ces conditions? Maman, ferme-la un peu et laisse-moi réfléchir en paix. Elle a poussé un petit cri d'orfraie, choqué, et a porté la main à son cœur palpitant. Tu oses me crier dessus, à moi? Excuse-moi. Il a relevé la tête, le visage complètement livide et défait. Pardon, je ne voulais pas crier. C'est juste que... Son téléphone portable a sonné sur la table basse. Hugo a sauté dessus comme un mort de faim. Anne, peut-être? Mais non, l'écran affichait un numéro fixe inconnu.
Allô, a-t-il répondu, la voix hésitante. Bonjour monsieur, c'est le salon de beauté Aphrodite à l'appareil. Est-ce que Madame Valentine compte bien venir pour ses soins de cet après-midi? Nous l'avions noté dans notre agenda pour 16 heures précises. Quels soins? Je ne comprends pas. Un forfait beauté complet. C'est un cadeau réservé de la part de son fils Hugo. Il y en a pour 400 €, à régler sur place à la fin de la prestation. Un lourd, très lourd silence s'est abattu au bout du fil. Allô, monsieur, a insisté la réceptionniste, perplexe. Je n'ai rien réservé du tout chez vous, a articulé Hugo avec la plus grande des difficultés. Mais la réservation est pourtant bien à votre nom. Elle a été faite par téléphone ce matin même. Il a baissé lentement son téléphone, sans raccrocher. Dans son cerveau, les pièces du puzzle venaient de s'emboîter avec fracas. C'est elle, a-t-il murmuré, livide. C'est elle qui a tout manigancé depuis le début. Valentine s'est approchée de lui, les sourcils froncés. Qui ça? De qui tu parles? Anne. Elle a absolument tout planifié, elle a fait bloquer les cartes à distance, elle a retiré tout notre argent, et c'est elle qui a réservé ce satané salon hors de prix. C'est pour se venger de nous. Mais se venger de quoi, à la fin, a hurlé Valentine, outrée. On l'aimait bien, nous. On l'a accueillie chez nous comme notre propre fille. J'ai toujours été bonne et douce avec elle. Hugo a regardé sa mère droit dans les yeux, et d'un seul coup, comme une digue qui cède, des dizaines de souvenirs honteux lui sont revenus en mémoire. Les jours où Anne rentrait du travail, épuisée, vidée, et où Valentine l'accueillait non pas avec un mot gentil, mais avec une longue liste de courses et des jérémiades sur sa santé. Les fois où elle réclamait, l'air apitoyé, de l'argent pour ses médicaments coûteux, pour des travaux superflus, ou pour des vacances au soleil. Les appels téléphoniques où elle claironnait fièrement à ses copines, « J'ai une belle fille en or, elle n'est pas du tout radine. » Pas radine, oui, tout simplement parce qu'elle acceptait de payer pour absolument tout. Il a ouvert son application de messagerie, les mains moites, et s'est mis à taper de manière frénétique et désespérée. « Anne, pardonne-moi, je t'en supplie, je vais tout expliquer en détail. C'est un énorme malentendu. Appelle-moi, s'il te plaît. Annette, ma chérie adorée, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je t'aime plus que tout. On va s'arranger comme des adultes, mais s'il te plaît, réponds-moi. » Les messages partaient dans le vide, mais aucun n'était lu. L'horloge murale affichait 16h30 tapante. Le grand banquet au restaurant chic devait commencer dans une petite heure et demie. Il faut absolument que je rentre chez nous, a déclaré Hugo en bondissant du canapé comme un ressort. Je dois lui parler en face, m'expliquer avec elle. Fonce, l'a encouragé Valentine avec ferveur. Fonce chez vous, supplie-la s'il le faut, c'est son devoir d'épouse. Nous sommes une famille unie, bon sang. Il a foncé à Boulogne-Billancourt en un temps record de 20 minutes, bafouant toutes les règles de circulation imaginables et brûlant plusieurs feux. Il a monté les marches des escaliers en courant, 4 à 4, jusqu'au 7e étage, trouvant que l'ascenseur serait bien trop lent. Il a tourné la clé dans la serrure, le souffle court. Anne, a-t-il crié en déboulant dans l'entrée, essoufflé. Anne, tu es là? Seul le silence oppressant des lieux lui a répondu. Il a inspecté les pièces une à une, fébrilement. Le salon était totalement désert, la chambre à coucher aussi. Le lit était impeccablement fait au carré, comme si personne n'y avait dormi depuis des jours. Il a ouvert les portes de la penderie à la volée. La moitié des affaires personnelles d'Anne avait disparu. Sa robe de soirée préférée, celle qu'elle portait le jour de leur merveilleux mariage. Ses sandales d'été, ses chemisiers en soie. Dans la salle de bain, il n'y avait plus l'ombre de ses produits de beauté coûteux, plus de brosse à dents, ni la crème de nuit qu'elle appliquait si religieusement chaque soir. Hugo est retourné dans le grand salon, sentant la panique froide l'envahir totalement. Sur la table basse en verre, l'ordinateur portable d'Anne n'y était plus. Or, elle l'emmenait toujours au bureau avec elle. Donc, elle n'était pas au travail à cette heure-ci.
Il est allé en titubant dans la cuisine, et a aperçu une enveloppe d'un blanc immaculé posée bien en évidence sur la table. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable lorsqu'il l'a décachetée. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée, 3 pages entières noircies par l'écriture fine et appliquée d'Anne. Il a commencé à lire. À chaque nouvelle ligne parcourue, un froid polaire s'insinuait un peu plus dans ses entrailles. Hugo, si tu lis ceci, c'est que ton formidable plan a échoué. Puis venaient les chiffres. Des chiffres froids, effrayants et implacables. 50 000 € engloutis pour sa mère, 110 000 € pour lui-même, soit plus de 160 000 € au total dilapidés. Son apport à lui, en 3 longues années de mariage, s'élevait à la somme ridicule de 3 000 €. J'ai bloqué toutes mes cartes, j'ai mis mon argent à l'abri, et j'ai demandé le divorce par voie légale. Les lettres dansaient une gigue macabre devant ses yeux embués. Dans 7 jours, des serruriers professionnels viendront changer les serrures de l'appartement. Tu as donc une semaine pleine pour récupérer tes affaires. Je m'envole pour Bali. Tes affaires à régler, elles, se résument à 12 000 € de dettes urgentes. Le fameux restaurant, plus tes cartes de crédit dont j'ai retiré la limite. Il est arrivé à la fin du texte dévastateur, et s'est laissé tomber lourdement sur une chaise de cuisine. La lettre lui a glissé des mains engourdies pour atterrir sur le sol carrelé. Sur la table, juste à côté de lui, reposait une pile très soignée de documents fraîchement imprimés, factures, tickets de caisse, relevés bancaires surlignés. 3 années entières de dépenses folles. Le moindre centime dépensé était méticuleusement répertorié. Son téléphone a sonné dans sa poche. Il a décroché de manière purement automatique, comme un zombie. Monsieur Hugo ? Ici le gérant du restaurant Le Panorama. Nous vous appelons pour confirmer les derniers détails de votre banquet de ce soir. Vous avez bien commandé le menu premium pour tout le monde, c'est exact ? Oui. C'est exact, a-t-il répondu d'une voix rauque et éteinte. Parfait monsieur. Nous vous attendons avec impatience à 18 h. Pour information, la facture finale s'élèvera à 8 000 €, hors supplément. Entendu. Il a raccroché lentement, et a fixé le mur vide devant lui. 8 000 €. Sur son propre compte bancaire, il ne lui restait que 54 malheureux euros. Le restaurant était bondé. C'était le prestigieux salon VIP situé au 2e étage, avec ses immenses baies vitrées panoramiques donnant sur le cœur battant de Paris. Les serveurs en livrée zigzaguaient avec élégance entre les tables rondes pour disposer les luxueux couverts en argent. Dans un coin de la salle, une immense table, recouverte d'une nappe d'une blancheur éclatante, attendait de recevoir la montagne de cadeaux. Les convives sur leur 31 ont commencé à affluer à 18 h tapantes. Valentine les accueillait chaleureusement, moulée dans sa fameuse robe bordeaux, le visage lourdement maquillé, un sourire de façade forcé sur les lèvres. Hugo se tenait raide à ses côtés, essayant tant bien que mal de faire bonne figure, mais il avait les mains moites de sueur, et l'estomac douloureusement noué. Valentine chérie, un très joyeux anniversaire. Ses amis pimpantes étreignaient la reine de la soirée, lui glissant des bouquets de fleurs hors de prix et des boîtes de chocolat fin entre les bras. Merci les filles, merci infiniment d'être venues. Bon alors, dis-nous tout, elle est où cette fameuse voiture neuve dont tu nous parles tant, a demandé l'une d'entre elles, une femme plutôt corpulente vêtue d'un tailleur criard. On a toute hâte de la voir en vrai. Valentine s'est figée un instant, prise au dépourvu, puis s'est forcée à rire à gorge déployée. Oh, vous savez, c'est juste un petit retard fâcheux avec la paperasse administrative. Vous savez comment c'est compliqué. Je l'aurai d'ici une petite semaine tout au plus. Je vois, a hoché la femme d'un air entendu, bien qu'une lueur de déception évidente ait traversé son regard perçant. Vers 18 h 30, les époux Martin ont fait leur apparition remarquée. Un couple d'âge mûr très aisé, arrivé à bord de leur toute nouvelle berline Mercedes noire rutilante. Antoine Martin était un ancien collègue de travail du défunt mari de Valentine, et sa femme, Céline, était celle-là même que ma belle-mère qualifiait de « misérable radine » dans mon dos. Ma très chère Valentine. Céline,
une grande femme très élégante moulée dans une robe de grand couturier, a embrassé l'héroïne du jour sur les 2 joues avec effusion. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment radieuse ce soir. Merci beaucoup, Céline. Eh bien alors, montre-nous ta fameuse BMW, s'est exclamé Antoine en tapant amicalement et virilement sur l'épaule affaissée de Hugo. On m'a dit dans l'oreillette que c'était une superbe X5 blanche. Je me laisserais bien tenter aussi par un modèle comme ça, tiens. Hugo s'est efforcé de garder son sourire de façade, sentant une goutte de sueur perler sur son front. Les formalités sont encore en cours. Vous connaissez la lourdeur de l'administration française. Ah ça, oui, je comprends tout à fait, a concédé Antoine, en échangeant un regard lourd de sous-entendu avec son épouse. Les invités ont pris place à leurs tables attitrées. 30 personnes au total, la famille proche et éloignée, les amis de longue date, les voisins du quartier. Tous étaient venus en grande pompe pour assister à cette fête grandiose dont Valentine leur rabâchait les oreilles depuis des mois entiers. Le ballet des serveurs a commencé, et on a servi les premiers mets, salade d'une grande finesse, entrée chaude délicate aux truffes. Les sommeliers en tablier débouchaient avec dextérité des bouteilles de grands crus millésimés. Valentine rayonnait de 1000 feux, recevant les louanges flatteuses de toutes parts. Portons un toast à notre reine du jour, a lancé son frère aîné, un homme aux cheveux poivre et sel d'une 60aine d'années, en levant bien haut sa coupe de champagne. À notre Valentine chérie. Que la santé ne te fasse jamais défaut, et que ton fils chéri te comble toujours de bonheur. À maman, a renchéri Hugo d'une voix éteinte, en vidant son verre d'un seul trait. L'alcool fort lui a brûlé la gorge, mais ne lui a apporté strictement aucun réconfort. Il regardait les invités s'amuser bruyamment, et sa mère qui éclatait de rire à la moindre blague grivoise de son oncle. Mais lui, terré dans son coin, il n'avait qu'une seule et unique idée en tête, comment diable allait-il bien pouvoir payer pour tout ça ? Le téléphone a vibré longuement dans la poche de son pantalon. Un SMS provenant d'un numéro d'entreprise masqué. Bonsoir monsieur. Ici le cabinet d'avocat Témy. Nous représentons officiellement les intérêts de Madame Anne. Les documents relatifs à la procédure de divorce vous seront notifiés par huissier sous 3 jours ouvrés. Hugo a senti des gouttes de sueur glacée ruisseler le long de sa colonne vertébrale. Il s'est levé brusquement de table, s'est isolé sur le balcon fumeur pour retrouver son souffle, et a recomposé le numéro d'Anne une énième fois, en priant le ciel. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Inaccessible. Elle était très loin d'ici. Elle avait pris l'avion, et elle l'avait quitté pour de bon, le laissant seul dans sa fange. À l'intérieur de la luxueuse salle, des éclats de voix joyeuses résonnaient. Quelqu'un venait de porter un nouveau toast en l'honneur de la famille. Valentine a hélé un serveur d'un geste impérieux pour commander une autre bouteille de champagne hors de prix. Le meilleur de votre cave, s'il vous plaît jeune homme. Et surtout, ne regardez pas à la dépense, ce soir c'est mon fils qui régale. Hugo a regagné sa place, les jambes flageolantes. La montre à son poignet indiquait 20 heures. Le repas gastronomique battait son plein. On mangeait à s'en faire péter la panse, on buvait sans soif, l'ambiance était à la fête et à l'insouciance. Dans sa tête à lui, le compteur tournait à plein régime, ajoutant des centaines d'euros supplémentaires à la facture finale déjà salée. À 21h pétante, le gâteau a fait son entrée triomphale en musique. Une pièce montée impressionnante, haute de 3 étages, délicatement ornée de fleurs en pâte à sucre et de perles dorées comestibles. 58 bougies scintillaient sur le dernier palier de la pâtisserie. Fais un vœu, maman, l'a incité Hugo, la gorge nouée. Valentine a fermé les paupières, s'est immobilisée une fraction de seconde de manière théâtrale, puis a soufflé toutes les bougies d'un seul coup magistral. La salle entière a applaudi à tout rompre. « Qu'est-ce que tu as souhaité de beau ?» a demandé Céline Martin, l'air faussement candide et mielleuse. « Le bonheur éternel de tous mes proches », a répondu Valentine, tout en jetant un regard plein de fierté en biais vers son fils. Le gâteau monumental a été découpé et distribué dans de belles assiettes en porcelaine. Des voix se sont élevées de toutes parts pour qualifier le dessert de « divin » et d'« exceptionnel ».
Un invité gourmand a voulu savoir où il avait été acheté. Le serveur dévoué a cité le nom d'une pâtisserie de grand renom, l'une des plus chères et des plus prestigieuses de toute la capitale. Sur les coups de 21h30, les convives repus ont commencé à prendre gentiment congé. Certains sont partis sur le champ, arguant de la fatigue, d'autres se sont attardés au bar pour siroter un dernier verre de vieux cognac. Les époux Martin ont été parmi les tout premiers à se retirer. Ma chère Valentine, mille merci pour cette merveilleuse soirée, a dit Céline en enfilant son manteau très chic. C'était vraiment très somptueux. Un peu tape à accent grave l'œil, mais somptueux. Une pointe de sarcasme acéré transparaissait sans peine sous le compliment mondain. Merci infiniment d'être venue, la étreinte Valentine, bien que son sourire soit déjà nettement moins sincère et figé. Quand le tout dernier invité a enfin franchi la lourde porte du restaurant, il était plus de 11 heures du soir. La salle privatisée n'était plus qu'un vaste champ de bataille, bouteilles de grand cru vides, assiettes à moitié pleines de mets raffinés, serviettes en tissu chiffonné gisant sur la moquette épaisse. L'équipe du restaurant a commencé à débarrasser en silence. Le maître d'hôtel, un homme droit d'une quarantaine d'années dans un costume sur mesure absolument impeccable, s'est approché d'Hugo à pas feutrés. « Monsieur Hugo, si vous me le permettez, voici l'addition de la soirée. » Il lui a tendu un élégant porte-addition en cuir sombre. Hugo l'a ouvert avec des mains tremblantes de sénile. 8 000 €. Des chiffres noirs, gros et gras, imprimés sur du papier blanc. La liste minutieuse et interminable de chaque plat consommé, de chaque bouteille débouchée, de chaque extra demandé. Je règle tout de suite, a-t-il marmonné péniblement en sortant sa carte bancaire. Le maître d'hôtel l'a inséré dans le terminal de paiement sans un mot. Une seconde de suspense insoutenable. Puis, le verdict, paiement refusé. Le cœur de Hugo a raté un battement douloureux dans sa poitrine. C'est sûrement une bête erreur. Il a dégainé une deuxième carte, les mains moites, puis une troisième, et enfin une quatrième en désespoir de cause. Refusé. 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 Sa dernière carte, sa précieuse carte de crédit à débit différé, n'est passée que pour la somme dérisoire de 3 000 €. Avez-vous la possibilité de régler le reste du montant par un virement bancaire instantané, monsieur, s'est enquis le maître d'hôtel avec une politesse exquise et professionnelle. Hugo a consulté son application bancaire en tremblant. 54 €. Pas un centime de plus. Vous comprenez, a-t-il bégayé pathétiquement, sentant le rouge de la honte lui monter jusqu'aux oreilles. Ma femme a pris les mauvaises cartes par mégarde dans son sac ce matin. Je vais essayer de la joindre immédiatement pour régler ça. Je vous en prie monsieur, je patiente, a répliqué le maître d'hôtel, impassible, en croisant les mains dans le dos. Valentine s'est approchée d'eux, intriguée par le manège. Que se passe-t-il, mon fils? Il y a un souci? Maman. Mes cartes sont toutes refusées. Comment ça, refusées? Mais c'est quoi cette histoire, a-t-elle braillé. Sa voix aiguë a résonné un peu trop fort dans le grand salon vide. Les serveurs qui s'affairaient autour des tables ont soudain ralenti la cadence de nettoyage, tendant l'oreille avec curiosité. Anne les a toutes bloquées à distance, a-t-il soufflé, l'air vaincu. Je n'ai pas de quoi payer le restaurant. Le visage maquillé de Valentine a reflété l'horreur pure, qui a très vite laissé place à une fureur aveugle, puis à un profond désespoir abyssal. Mais alors? Que allons-nous devenir, mon Dieu? L'un de vos convives pourrait-il éventuellement vous dépanner pour ce soir, a suggéré le maître d'hôtel, avec cette même courtoisie professionnelle qui, à cet instant précis, prenait des airs de raillerie d'une cruauté sans nom. Hugo a sorti son téléphone d'une main moite. Il tremblait tellement de honte qu'il peinait à le tenir en main. Il a appelé son grand ami Thomas, qui faisait partie des invités du banquet et qui venait tout juste de partir. Thomas, salut. Écoute, désolé de te déranger si tard, mon vieux. J'ai un énorme souci. Tu pourrais me prêter de l'argent en urgence? Je te le rends dans une semaine, je t'en donne ma parole d'honneur.
Il te faut combien exactement? Eh bien. Dans les 2 000 € pour me sortir de là. Un long silence pesant et gêné a suivi au bout de la ligne. Bon, d'accord. Je te fais un virement demain matin à la première heure. J'en ai besoin là, tout de suite, en espèces ou par virement instantané. Tu peux revenir au restaurant? Nouveau silence réprobateur. J'arrive. Compte une bonne demi-heure. Hugo s'est tourné, penaud, vers le maître d'hôtel. Je vous demande de bien vouloir m'accorder une petite demi-heure de délai, je vous prie. L'homme a opiné du chef sans un mot. Les 30 minutes qui ont suivi se sont étirées dans une souffrance morale insoutenable. Hugo et Valentine sont restés assis, muets comme des tombes, à une table vide. Le personnel de salle avait fini de nettoyer, et patientait en rang d'oignons contre les murs. Le maître d'hôtel pianotait sur sa tablette tactile, jetant de temps à autre un coup d'œil furtif et méprisant dans leur direction. Thomas a fini par débarquer, l'air franchement maussade et mal réveillé. Il a tendu une enveloppe épaisse à Hugo, 2 000 € en grosses coupures. Tu me rends ça quand, très exactement? Au plus tard dans une semaine, j'aurai craché. Parfait. Bonne nuit à vous. Il a tourné les talons sur le champ et s'est éclipsé, sans même adresser un seul regard de sympathie à Valentine, atterrée. Hugo a alors appelé l'oncle maternel, qui, lui aussi, avait participé aux joyeuses agapes. Après maintes supplications pathétiques et humiliations, il est parvenu à lui soutirer 1 000 € par virement, en jurant sur la tête de sa mère de lui rembourser le double très vite. Valentine, résignée et au bord du malaise, est allée retirer 400 € sur la carte où sa modeste pension était versée, épuisant ainsi l'intégralité de son solde jusqu'à la fin du mois. Bilan des courses pitoyable, 3 400 € récoltés. Il reste donc 1 600 € à régler pour solder la facture, a calculé le maître d'hôtel, implacable. Avez-vous d'autres solutions miracles à me proposer ce soir? Hugo l'a fixé avec un regard de bête traquée et vitreux. Non. Je vois cela. Dans ce cas, nous pouvons formaliser votre dette impayée via la rédaction d'une reconnaissance de dette légale. Assortie d'intérêts de retard, cela va de soi. Quel taux d'intérêt? 10% mensuel. C'est notre taux standard en cas d'impayé, monsieur. À défaut de règlement total sous 3 mois, notre service juridique engagera des poursuites judiciaires contre vous. Hugo a apposé sa signature tremblante sur la reconnaissance de dette. 1 600 € de créances, plus les agios exorbitants. En un trimestre, la somme allait gonfler pour atteindre allègrement les 2 100 €. Ils ont quitté le luxueux établissement aux alentours de minuit, tête basse. Valentine avançait en silence, hagarde, trébuchant lamentablement sur ses talons aiguilles. Une fois installée dans l'habitacle de la voiture, elle a soudain fondu en larmes, sanglotant bruyamment et à chaudes larmes, telle une petite fille que l'on vient de punir. Quelle honte, hurlait-elle en se frappant les cuisses. Une honte absolue et publique. Où est passée ta garce de femme? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'en sais rien, maman. Comment ça, tu n'en sais rien? Retrouve-la, bon Dieu. Oblige-la à nous rembourser cet affront. C'est de son devoir marital. Nous sommes une famille unie, bon sang de bois. Hugo est resté muet comme une carpe, les yeux injectés de sang, rivés sur la chaussée humide. En boucle, les mots si cruels mais véridiques de la lettre d'Anne résonnaient dans son esprit malade, 160 000 €, 3 ans, c'est malheureux 3 000 € de revenus. Il a raccompagné sa mère hystérique chez elle. Elle est sortie du véhicule sans même un mot d'adieu, et a claqué la portière avec une telle violence que la carrosserie en a tremblé. Hugo a repris la route, seul, pour Boulogne-Billancourt. L'appartement spacieux l'a accueilli dans la pénombre et un silence de mort pesant. Il a allumé toutes les lumières, et a déambulé lentement de pièce en pièce, comme un fantôme égaré. Sur la grande table de la cuisine, la lettre d'Anne trônait toujours, intacte. Il l'a saisie, et en a refait la lecture douloureuse. Puis une seconde fois. Chaque mot posé sur le papier résonnait comme une violente gifle en plein visage. Dans la chambre à coucher,
il a ouvert la grande armoire, contemplant ses propres affaires de marque, t-shirt griffé, jean hors de prix, veste de costume sur mesure. Autant de vêtements financés jadis par le portefeuille d'Anne. Même sa paire de baskets fétiche en édition limitée était un beau cadeau qu'elle lui avait offert pour son précédent anniversaire. Il s'est effondré sur le grand lit tout habillé, et a fermé les yeux, mais le sommeil salvateur refusait catégoriquement de venir. Une seule idée l'obsédait, tournant en boucle, comment en était-il arrivé à un tel désastre monumental ? À une époque heureuse, il avait sincèrement aimé Anne. À leur début, elle incarnait pour lui l'intelligence, la beauté, la réussite éclatante. Il était si fier d'elle. Et puis, au fil des mois, la situation s'était banalisée à outrance. Il avait pris la mauvaise habitude de la voir ramener le gros salaire, de régler le moindre tracas administratif, de tout gérer d'une main de maître pour eux deux. Une habitude si profondément ancrée qu'il n'avait même pas pris conscience de l'instant précis où il s'était mué en pure assistée. À quel moment exact avait-il cessé de la considérer comme sa précieuse partenaire de vie, pour ne plus voir en elle qu'un simple distributeur de billets inépuisables ? Son smartphone haut de gamme a émis une courte vibration. Un MMS envoyé depuis un numéro inconnu. Hugo l'a ouvert. L'écran lumineux affichait une magnifique photographie, une plage de sable fin, un soleil couchant flamboyant, l'immensité bleutée de l'océan. Au premier plan, Anne prenait la pose, resplendissante, vêtue d'une robe légère et estivale, les cheveux au vent, le sourire radieux aux lèvres. La légende indiquait simplement ces deux mots, nouvelle vie. Il a laissé le téléphone glisser sur sa poitrine, et a fermé les paupières, vaincu. Sa gorge s'est douloureusement nouée. Elle s'était envolée loin de lui. Elle était libre de ses lourdes chaînes. Elle nageait dans le bonheur parfait. Tandis que lui restait coincé ici, à Paris, criblé de dettes honteuses, flanqué d'une mère hystérique, sans un sous-vaillant en poche, sans épouse aimante, et sans aucun horizon. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'au fond de lui, il avait l'intime conviction qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait amplement. Anne a ouvert doucement les yeux, et a mis quelques longues secondes à réaliser où elle se trouvait, un plafond d'une blancheur immaculée orné d'un lent ventilateur de plafond, une brise caressante sur sa peau, les embruns salés de l'océan. Ses récents souvenirs lui sont vite revenus en mémoire, elle était à Bali, au paradis. C'était déjà son 3e jour ici. Elle s'est extirpée des draps frais, et a grand ouvert les immenses baies vitrées donnant sur la terrasse en bois. Face à elle s'étendait l'océan à perte de vue. Les vagues majestueuses venaient s'échouer doucement sur le sable fin. Les grands palmiers ondulaient sous les bourrasques tièdes. Au loin, on devinait les cris stridents des mouettes rieuses. Elle a empli ses poumons d'air iodé à s'en faire éclater la poitrine. Pour la toute première fois depuis une éternité, elle goûtait enfin à une véritable et profonde sensation de liberté. Son téléphone personnel trônait sur la table de nuit, complètement éteint. Elle l'a allumé l'espace de 2 petites minutes, juste le temps de vérifier sa messagerie professionnelle. 487 appels en absence d'Hugo. 123 messages vocaux et écrits larmoyants. Elle a balayé les notifications d'un revers de main agacé sans même en ouvrir une seule, et a éteint l'appareil à nouveau, sans le moindre état d'âme. Après avoir savouré son divin petit déjeuner sur la terrasse baignée de soleil, un bel assortiment de fruits exotiques qu'elle n'avait jamais croisés en France, accompagné d'un café noir corsé, Anne a enfilé son maillot de bain et est descendue d'un pas léger vers la piscine. La villa était tout simplement fabuleuse. Une magnifique piscine à débordement plongeant sur l'océan, une vaste chambre à coucher, et une cuisine équipée dont elle ne se servait jamais, préférant de loin les mets divins d'un petit restaurant local situé à 2 pas de là. Elle a nagé de longues minutes pour se détendre, puis s'est prélassée sur une chaise longue, un bon roman à la main. Pour la première fois depuis 3 longues années de calvaire, elle s'octroyait le droit inaliénable de ne rien faire. Fini la résolution de crise à la chaîne, la course folle à l'argent, les jérémiades incessantes à écouter sagement. Juste profiter de l'instant présent. Aux alentours de midi, son moniteur de surf, un beau et jeune balinet arborant un sourire immaculé, a fait son apparition. Anne avait réservé des cours la veille au soir sur un coup de tête. C'était un rêve de longue date, mais Hugo avait toujours balayé l'idée avec son mépris habituel. Mais pourquoi faire ?
On est déjà débordé de problèmes ici. Une petite heure plus tard, elle tenait miraculeusement en équilibre sur la planche, domptant sa toute première vaguelette. Elle a lourdement chuté, bu la tasse, s'est relevée en riant, et a retenté l'expérience avec acharnement. Le moniteur l'encourageait de la voix, lui corrigeant sa posture pour l'aider à trouver le point d'équilibre parfait. Lorsqu'elle est enfin parvenue à glisser majestueusement sur quelques mètres sans tomber, elle a poussé un grand cri d'allégresse. Son professeur l'a acclamée en frappant chaleureusement dans ses mains. Elle a regagné sa villa en fin d'après-midi, exténuée physiquement mais sur un petit nuage. Après une bonne douche fraîche réparatrice, elle s'est changée pour enfiler une robe légère en coton, et s'est installée sur la terrasse ombragée avec son ordinateur portable. Il fallait bien faire un point sérieux sur ses dossiers professionnels en cours. Sa direction avait accédé à sa demande de télétravail longue durée, et elle continuait donc à piloter d'une main de maître ses projets depuis l'autre bout du monde. Elle a ouvert sa messagerie électronique. Un courriel urgent de son avocat trônait en bonne place. « Chère madame, les documents officiels relatifs au prononcé de votre divorce ont été dûment signifiés par huissier à la partie adverse. Conformément à vos instructions strictes, aucune procédure de liquidation du régime matrimonial n'a été engagée, l'ensemble du patrimoine étant, fort heureusement, à votre seul nom. Monsieur Hugo conserve légalement la faculté de contester ces dispositions devant les tribunaux, mais ses chances de succès demeurent absolument infimes. Votre bien immobilier a été acquis antérieurement à la célébration de votre mariage. L'emprunt bancaire a été totalement soldé avant la cérémonie. Le véhicule automobile est immatriculé à votre seul nom. Vos liquidités reposent en sécurité sur des comptes nominatifs. Le délai de préavis légal pour la libération des lieux par monsieur est fixé à 7 jours, à compter de la date de réception de l'avis d'expulsion. Elle a refermé la page avec un immense soulagement. Aucune compassion. Pas l'ombre d'un regret. Rien qu'une immense sensation de légèreté retrouvée. Un autre courriel est apparu, d'un collègue cette fois. Les partenaires allemands exigeants venaient de valider le gros contrat. Le projet allait être lancé en grande pompe. Il fallait organiser une visioconférence la semaine suivante pour définir les détails. Anne lui a répondu avec enthousiasme qu'elle se tenait prête. Elle a éteint son ordinateur de travail, et s'est replongée dans sa lecture. Le soleil chaud commençait sa descente lente vers l'horizon, teintant la voûte céleste de superbes nuances rosées et orangées. Elle s'est servi un bon verre de vin blanc bien frais tout droit sorti du réfrigérateur, et s'est levée confortablement dans son fauteuil. En France, la nuit froide et pluvieuse devait être bien avancée. Hugo tournait sûrement dans son lit, incapable de fermer l'œil. Valentine devait le harceler au téléphone toutes les demi-heures, pleurnichant et exigeant qu'il trouve une solution miracle, et il se retrouvait totalement impuissant et démuni. Anne a esquissé mentalement les traits de leur visage décomposés à l'instant fatidique où la carte de crédit avait été rejetée avec mépris, le moment où il avait fallu ravaler sa fierté mal placée pour quémander de l'argent de poche à ses amis. Étonnamment, elle n'éprouvait aucune jubilation mauvaise ni sadisme. Rien qu'une certitude inébranlable et douce, la justice, la vraie, avait fini par triompher. Une semaine entière s'est écoulée. Anne avait parfaitement trouvé ses marques sur l'île paradisiaque. Chaque journée ensoleillée s'ouvrait sur une séance de yoga apaisante face à la mer, dans un joli studio repéré à 5 minutes à pied de la villa. La suite du programme se partageait entre le surf et la baignade dans les eaux claires. L'après-midi, elle se replongeait sérieusement dans le travail, réunion en visioconférence, bilan d'activité, feuille de route. Le soir, elle flânait le long de la plage de sable, ou bouquinait tranquillement attablée à la terrasse d'un café pittoresque. Elle avait tissé de beaux liens avec quelques expatriés de passage, des personnes qui avaient, elles aussi, fait le choix courageux de s'exiler à Bali pour y vivre et télétravailler. Un développeur web originaire de Lyon, une talentueuse graphiste londonienne, une photographe australienne renommée. Tous avaient un jour franchi le cap décisif pour réinventer leur existence, et aucun d'entre eux n'avait jamais regardé en arrière. Le plus dur dans tout ça, c'est de sauter le pas la première fois, confiait Catherine, l'artiste australienne exubérante. Elle sirotait un smoothie glacé, assise à la terrasse d'un bar de plage animé. Après coup,
tu réalises très vite que ton ancienne vie n'était qu'une vulgaire prison dorée. Je ne te le fais pas dire, a opiné Anne avec ferveur. Tu as vécu un truc lourd, toi aussi, a sondé Catherine avec une prudence amicale. Pardonne-moi si je suis un peu trop indiscrète dans mes questions. J'étais bêtement mariée à un homme qui m'a sucé le sang pendant 3 très longues années, lui et son horrible mère avec. Oh mon Dieu, je vois très bien le genre de parasite. Mon ex-copain s'imaginait lui aussi que j'avais le devoir moral de l'entretenir financièrement, sous prétexte que c'était une prétendue âme d'artiste incomprise. Monsieur se rêvait peintre de génie, tu comprends. Elles ont partagé un fou rire complice. Et qu'est-ce qui t'a fait fuir loin de lui, cette enquisane, curieuse? Un beau jour, cet idiot a revendu mon appareil photo professionnel dans mon dos pour $4000, tout ça pour s'offrir des peintures hors de prix pour ces toiles affreuses que personne ne lui achetait de toute façon. C'est là que j'ai dit, stop, la coupe est pleine. Et quelle a été ta réaction immédiate? J'ai fait mes valises en urgence, j'ai contracté un prêt à la banque, et je me suis envolée pour ici. Le tout premier mois a été dur, j'ai créché dans une auberge de jeunesse miteuse, et je tirais le portrait des touristes de passage pour une poignée de centimes. Et puis, la roue a fini par tourner. Aujourd'hui, je gère mon propre studio de photographie, et j'ai une belle clientèle internationale. Ton ex a essayé de te retenir? Les coups de fil incessants, les messages larmoyants, les excuses bidons, les promesses de changement radical? Un très grand classique du genre. Tu lui as pardonné? Évidemment que non, a rétorqué Catherine en finissant son grand verre. Tu sais, Anne, il y a des choses sur lesquelles on ne peut tout simplement pas passer l'éponge. Ce n'est pas de la méchanceté pure, c'est juste que le pardon équivaudrait à replonger volontairement et consciemment dans sa petite cage. Anne est restée pensive de longues minutes. Hugo s'était sûrement confondu en excuses pitoyables dans les 300 messages qu'elle avait ignorés, lui jurant de s'amender, promettant un nouveau départ idyllique. Mais elle n'était pas dupe, rien ne changerait jamais. L'être humain ne change pas d'une virgule, a fortiori quand son grand confort personnel en dépend. À la fin de sa 2e semaine sur l'île, elle s'est rendue dans son petit restaurant de plage attitré, où elle avait ses habitudes matinales. Elle a pris possession de sa table favorite avec vue imprenable sur l'océan scintillant, et a ouvert son ordinateur. Il lui restait à peaufiner un compte-rendu très important pour ses associés allemands. « Excusez-moi mademoiselle, c'est libre ici ?» Elle a levé le nez de son écran d'ordinateur. Un bel homme approchant la quarantaine se tenait devant elle, grand, le teint joliment hâlé par le soleil, vêtu d'une chemise en lin et d'un short. Des traits agréables, et des yeux gris très clairs qui respiraient l'intelligence et la bonté. « Oui, je vous en prie, asseyez-vous » a-t-elle acquiescé d'un signe de tête. Il a pris place face à elle, a commandé un café expresso serré, a dégainé une belle tablette numérique et a commencé à esquisser des traits précis avec un stylet. Anne l'épiait à la dérobée, intriguée. Il réalisait des ébauches complexes, des croquis architecturaux de bâtiments. « Vous êtes architecte, je me trompe » n'a-t-elle pas pu s'empêcher de lancer, rompant le silence. Il a croisé son regard franc et a souri chaleureusement. En plein dans le mille. « Je m'appelle Maxime. » Anne, ravie. « Vous êtes ici pour les vacances, ou vous y êtes installée durablement ? » Je suis encore assez indécise sur la question, a-t-elle confessé avec une totale franchise. Je suis venue m'isoler pour un mois, mais j'envisage très sérieusement de prolonger l'expérience ici. Je compatis totalement, j'ai vécu exactement la même chose que vous. J'ai débarqué ici pour 2 petites semaines il y a 2 ans, et je ne suis jamais reparti en France. Le courant est immédiatement passé entre eux. Maxime était originaire de Paris, et travaillait ardemment pour un cabinet d'architecture de grand renom, avant de saturer complètement face au rythme effréné et oppressant de la capitale, et de se tourner vers le travail à distance salutaire. Il avait loué une petite villa balinaise typique, et continuait à gérer ses gros projets à des milliers de kilomètres de là. Contre toute attente de sa part, il était tout à fait possible de conjuguer un cadre de vie idyllique avec une activité hautement lucrative. Le plus ardu a été de faire fléchir ma vieille hiérarchie conservatrice,
a-t-il confié en riant. Mais dès que je leur ai prouvé par A plus B que je restais tout aussi productif sous les cocotiers, ils ont fini par céder. Mon parcours est assez similaire au vôtre, a souri Anne, détendue. Je dirige un grand service informatique. J'ai posé un congé d'urgence, mais mon entreprise a accepté de me passer en télétravail pour ne pas me perdre. Ils ont papoté à bâton rompu pendant plus d'une bonne heure. Maxime s'est révélé être un interlocuteur particulièrement captivant. Il connaissait l'île sur le bout des doigts, racontait des anecdotes savoureuses sur la culture locale, et partageait généreusement ses adresses secrètes. Sans jamais verser dans l'indiscrétion déplacée, sans jamais chercher à s'immiscer lourdement dans son intimité. Une discussion fluide, légère, sans la moindre once de superficialité ou de drague lourde. Si le cœur vous en dit, je serais vraiment ravi de vous faire découvrir le visage authentique et caché de Bali, lui a-t-il proposé avec respect au moment de prendre congé. Loin des circuits touristiques bondés, les vrais repères que seuls les locaux aiment. Ce serait avec une grande joie, a consenti Anne, charmée. Ils ont échangé leur numéro de téléphone avec naturel. Lorsque Maxime a quitté la table en la saluant, Anne a pris conscience qu'un sourire radieux illuminait son visage. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas ressenti une telle liberté dans ses rapports humains. Avec Hugo, depuis si longs mois, le moindre petit échange tournait immanquablement à la crispation, il quémandait de l'argent avec insistance, chignait sur son sort de chômeur, ou servait de porte-parole zélé aux exigences farfelues de sa mère. Ici, elle avait affaire à un homme foncièrement bienveillant et équilibré. Sans arrière-pensée, sans la moindre attente toxique. Dès le lendemain matin, Maxime lui a envoyé un gentil message, « Bonjour Anne. Si vous avez un peu de temps libre aujourd'hui, je peux vous emmener voir de superbes cascades cachées au fin fond de la jungle. Le paysage est à couper le souffle, promis. » Anne a vérifié son emploi du temps professionnel bien chargé. Sa réunion n'était prévue qu'en fin de journée. « Je suis totalement libre jusqu'à 18h. Ce serait avec grand plaisir, a-t-elle répondu. Il est venu la chercher sur un 2 roues pétaradant ce que les Balinais appellent affectueusement un « motobike ». Il lui a tendu un casque de protection avec un clin d'œil. « Vous n'avez pas trop peur de la moto ?» ?»« Absolument pas », a-t-elle gloussé en l'enfilant. Ils se sont enfoncés rapidement dans les terres reculées de l'île. Le bitume chaud a rapidement laissé place à des pistes en terre battue caoteuses, et les palmiers épars ont cédé la place à une végétation tropicale luxuriante et dense. Maxime maîtrisait son engin avec une dextérité bluffante, esquivant les nids de poules profonds et les mares de boue avec une facilité déconcertante. Assise derrière lui, les bras enroulés timidement autour de sa taille robuste, Anne se sentait grisée par ce vent chaud de liberté. La cascade, une fois découverte, était un spectacle saisissant de beauté. Des trombes d'eau cristalline se fracassaient sur les rochers moussus en contrebas, après une chute vertigineuse de plus de 15 mètres. Le tout était enveloppé dans un écrin de verdure touffue, rythmé par le chant mélodieux des oiseaux exotiques et saturé d'une brume humide. Pas l'ombre d'un seul touriste à l'horizon. Ce lieu magique était manifestement jalousement gardé secret. « C'est magnifique, mon Dieu !» s'est émerveillée Anne, les yeux écarquillés. « Une petite baignade rafraîchissante vous tente ?» Maxime a pointé du doigt un bassin naturel lové au pied de la chute d'eau. Ils se sont glissés dans l'eau claire et pure. Elle était délicieusement fraîche, revigorante à souhait. Ils ont ensuite pris le soleil, assis confortablement sur des rochers lisses et tièdes. « Vous n'êtes pas ici que pour faire du simple tourisme », a soudainement lâché Maxime, l'air sérieux. Ça se lit clairement dans votre regard. Vous fuyez quelque chose de lourd, n'est-ce pas? Anne s'est figée, déstabilisée par sa perspicacité. Puis a acquiescé d'un lent signe de tête. C'est vrai, oui. Je fuis une existence morne qui m'a vidé de toute mon énergie vitale. Un mariage désastreux. Comment l'avez-vous deviné si vite? J'ai, moi aussi, pris la fuite il n'y a pas si longtemps. Une femme vénale qui s'imaginait que c'était mon devoir absolu de lui financer son train de vie princier, un grand appartement dans un quartier huppé de Paris. Une berline haut de gamme, des manteaux de fourrure, des bijoux hors de prix. Alors que moi,
Ma seule et unique ambition était de concevoir de beaux bâtiments, de laisser libre cours à ma créativité, sans pression financière constante. Et comment ça s'est terminé, pour vous? Par un divorce houleux. Elle a obtenu l'appartement lors de la procédure, il était malheureusement un de non. Je n'ai même pas cherché à batailler avec ses avocats, j'ai rassemblé mes papiers, juste de quoi me payer un billet d'avion en classe éco, et je me suis enfuie ici, pour respirer. Et vous ne le regrettez vraiment pas? Pas une seule seconde. Jamais. Le silence réparateur s'est réinstallé entre eux, troublé uniquement par le fracas apaisant de l'eau. Vous savez ce qui me perturbe le plus dans tout ça, a repris Anne, le regard dans le vague. C'est de ne pas éprouver la moindre once de rancœur envers lui. J'étais intimement persuadée que j'allais bouillonner de rage folle, fomenter ma vengeance patiemment. Me délecter sadiquement de leur souffrance. Mais rien. Le néant total. C'est comme si cette vie-là ne m'avait en fait jamais appartenu. C'est tout simplement parce qu'elle ne vous a jamais vraiment appartenu. Maxime a plongé son regard gris et doux dans le sien. Vous avez joué une comédie malgré vous, la pourvoyeuse de fonds corvéables, la bienfaitrice naïve, la vache à lait de service. Mais aujourd'hui, le masque inconfortable est tombé, et vous êtes enfin redevenu vous-même, libre. Ces quelques phrases si justes ont résonné en elle comme une évidence lumineuse. C'était très exactement ça. Pendant 3 longues années, elle avait enfilé le costume lourd de la partenaire irréprochable, indulgente à l'extrême, compréhensive à souhait, et surtout, toujours prête à passer à la caisse pour acheter la paix. Mais la véritable Anne, elle, s'était évaporée en cours de route. Et voilà qu'elle refaisait doucement surface. Ils ont poursuivi leur périple initiatique tout au long de la belle journée. Maxime l'a guidée à travers les sublimes rizières en terrasse, une succession infinie de marches verdoyantes sculptées à flanc de collines par des générations de paysans. Ils ont visité un petit sanctuaire hindouiste niché au sommet d'un pic escarpé, où ils étaient les seuls pèlerins à prier le silence. Ils ont arpenté un marché de producteurs locaux colorés, où s'étalaient des fruits tropicaux dont Anne n'avait jamais soupçonné la merveilleuse existence. Le soir venu, ils ont dîné dans un minuscule boui-boui typique sans enseigne, où une vieille femme balinaise décatie officiait au fourneau avec amour. Une cuisine sans aucune prétention, mais d'une saveur épicée inégalable. Merci du fond du cœur pour cette merveilleuse journée, a déclaré Anne en fin de soirée. Le plaisir était totalement pour moi, lui a rendu son sourire Maxime. Cela faisait une éternité que je n'avais pas croisé quelqu'un d'aussi facile à vivre et de si naturel. Il l'a raccompagnée jusqu'à la grille de son domicile temporaire, l'a saluée de la main, et a disparu dans la nuit chaude. Pas de drague lourde. Pas de manœuvre grossière pour s'inviter chez elle boire un dernier verre. Un simple « bonne nuit, Anne », tout en élégance et en respect. Anne a pénétré dans la villa endormie, a allumé les lumières tamisées, et s'est installée sur sa terrasse en teck, les yeux rivés sur les vagues sombres qui léchaient la plage. Elle a réactivé son téléphone pour quelques instants, par pure habitude. Aucune trace de nouveaux appels d'Hugo. Son ultime SMS larmoyant remontait à 3 jours en arrière. « Pardon, j'ai tout compris de mes erreurs, mais nous devons absolument aborder la question du divorce de vive voix. » Elle a supprimé la conversation d'un geste sec, sans s'attarder sur le contenu. Il n'y avait plus matière à débattre avec lui. Son conseiller juridique compétent se chargerait du reste. Elle a éteint le téléphone avec un soupir de soulagement. Les semaines de détente se sont transformées en mois. Anne a renouvelé avec joie le bail de sa villa, et a continué de travailler en distanciel avec assiduité. Ses dossiers pointus avançaient à merveille. Sa hiérarchie parisienne ne tarissait pas d'éloges sur son efficacité décuplée. Ses entrevues avec Maxime étaient devenues, presque naturellement, quasi quotidiennes. De longues balades sur la plage, de grandes discussions refaisant le monde, ou parfois de simples moments de silence partagés sur le sable chaud, face au magnifique soleil couchant. Un lien fort et indéfinissable se tissait inexorablement entre eux. Lentement, avec une immense délicatesse, et sans jamais brûler les étapes. Il ne se montrait jamais oppressant, n'exigeait rien d'elle, ne cherchait pas à fouiller morbidement dans son passé douloureux. Il était simplement présent, solide, à ses côtés.
Un soir, alors qu'ils étaient attablés dans leur petit restaurant fétiche, la pluie torrentielle s'est mise à marteler la toiture en tôle avec une force inouïe. La mousson balinaise est fulgurante, courte, mais redoutablement puissante. Le serveur courtois leur a apporté des tasses fumantes de café local. « Anne, » a commencé Maxime d'une voix très douce, « j'ai quelque chose d'important à te dire ce soir. Si ce n'est pas le bon moment pour toi d'entendre ça, n'hésite pas à me le faire savoir, et on passera à autre chose sans problème. » Elle a posé sa petite cuillère sur la soucoupe, et a croisé son regard avec une pointe d'appréhension. « Je t'écoute, dis-moi. »« Tu me plais. Énormément, pour être honnête. Je suis parfaitement conscient que tu sors tout juste d'une rupture très compliquée et douloureuse. Je sais que tu as encore besoin de beaucoup de temps pour digérer tout ça. Mais je veux vraiment que tu saches une chose, je suis prêt à patienter le temps qu'il faudra, et je suis là, près de toi. Sans te brusquer, sans rien attendre en retour. Juste à tes côtés. » Le cœur meurtri d'Anne a raté un battement. Elle plongeait littéralement dans ses beaux iris gris, si honnêtes et francs, et elle y décelait tout ce qu'Hugo n'avait jamais pu ni voulu lui offrir, de la droiture, de l'admiration, de la considération, et la ferme volonté de préserver son espace de liberté. « Merci, Maxime, » a-t-elle soufflé, la voix subitement nouée par l'émotion. « C'est vrai, il me faut encore un peu de temps pour me reconstruire. Mais toi, tu me plais beaucoup aussi. » Un sourire éblouissant a éclairé son visage d'architecte, et il a recouvert sa petite main de la sienne avec une douceur infinie. Alors continuons tout simplement à profiter de ces merveilleux moments à deux, et on verra où le vent favorable nous porte. L'automne triste et pluvieux a pris ses quartiers en France. Le cabinet d'avocats parisien lui a fait parvenir les documents officiels finaux, le divorce était bel et bien prononcé et acté. Le patrimoine n'a fait l'objet d'aucune division, comme prévu. Hugo n'a pu emporter, la queue entre les jambes, que son strict nécessaire vestimentaire. Il avait déserté l'appartement 3 semaines après la réception de l'injonction légale de quitter les lieux, avec 2 grosses semaines de retard sur le délai, mais Anne, apaisée, avait renoncé à exiger des pénalités financières de retard. Un long courrier manuscrit de sa propre mère est arrivé, le tout premier depuis son départ précipité. « Ma petite Annette chérie, comment te portes-tu à l'autre bout du monde? Je me fais un sang d'encre pour toi. Appelle-moi, je t'en conjure. J'ai un besoin vital d'être rassurée sur ton sort. Ton père est aussi mort d'inquiétude à la maison. » Anne a décroché son téléphone sans hésiter. Elle s'est longuement épanchée auprès de sa mère, déroulant le fil des événements tragiques avec le recul nécessaire. Son interlocutrice a écouté religieusement, sans l'interrompre, avant de pousser un lourd soupir de soulagement. « Tu sais, ma fille, j'ai toujours eu un très mauvais pressentiment viscéral concernant ce garçon égoïste. Mais tu avais l'air si épanouie avec lui. J'en donnais seulement l'illusion pour sauver les apparences, » a reconnu Anne avec tristesse. Mais c'était faux de A à Z. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui maman, je nage enfin dans le vrai bonheur. C'est absolument tout ce qui m'importe, ma chérie. Leur échange complice s'est prolongé encore une bonne heure. Sa mère l'a longuement questionné au sujet de Maxime, dont Anne avait malicieusement glissé le prénom au détour d'une phrase banale. C'est un homme vraiment bien, maman. Tu verras. Fais très attention à ton cœur blessé, je t'en prie. Je connais ta grande force de caractère, mais je ne peux m'empêcher en tant que mère de me faire du souci. Je serai prudente, c'est promis. Des bruits de couloirs tenaces ont fini par traverser les océans jusqu'à elle. Une ancienne collaboratrice de bureau l'a interpellée sur une messagerie privée. « Anne, le bruit court qu'Hugo s'est reconverti dans la livraison de repas à domicile à vélo, c'est fondé cette histoire ? Je l'ai croisé hier sous la pluie avec son sac isotherme carré sur le dos, il faisait pitié. » Anne a préféré ignorer royalement le message. Elle n'en avait cure. Qu'il mène l'existence misérable qu'il a finalement choisie. Le mois suivant, Maxime lui a soumis l'excellente idée de s'installer sous son propre toit.
Il possédait une magnifique demeure très spacieuse, dotée de 3 grandes chambres indépendantes, offrant un panorama imprenable sur les cultures en terrasse verdoyante, et équipée d'une luxueuse baignoire à remous en extérieur. Je ne veux surtout pas forcer les choses entre nous, s'est-il empressé de clarifier avec tact. Tu auras tes propres quartiers, ton indépendance. Sans aucune contrepartie, juste pour raccourcir les distances entre nous et profiter de la vie. Anne s'est donné une petite journée de réflexion pour la forme, puis a donné son feu vert enthousiaste. Le déménagement a été bouclé en l'espace de 2 heures à peine, ses effets personnels étant plus que limités depuis son départ de Paris. Maxime s'est chargé du transport des valises, et lui a fait visiter sa nouvelle chambre immaculée, une pièce baignée de lumière naturelle, très volumineuse, percée d'une immense baille vitrée donnant sur la nature luxuriante. Merci pour tout, lui a-t-elle glissé à l'oreille en l'enlaçant tendrement. Il l'a serré très fort contre lui, avec une tendresse infinie, mais toujours sans équivoque pressante. La cohabitation s'est révélée, au fil des jours, être d'une fluidité et d'une évidence déconcertante. Ils vaquaient à leurs occupations professionnelles respectives chacun de leur côté dans la journée, se retrouvaient avec plaisir pour la pause méridienne, s'affairaient au fourneau de concert le soir venu en buvant du vin, ou allaient dîner en amoureux dans la petite ville voisine. Il leur arrivait aussi très souvent de lézarder sur la terrasse en bois, absorbés par leur lecture, dans un silence complice. Aucun diktat oppressant. Aucun impératif stupide. Aucune sollicitation financière mesquine. Le paradis, en somme. Un soir, alors qu'ils étaient confortablement installés sur la terrasse, sirotant un cocktail, Anne a reçu un long message d'une ancienne connaissance de Valentine, une femme âgée qui fréquentait sa belle-mère depuis des lustres. Anne, pardonnez ma soudaine intrusion dans votre nouvelle vie. J'estimais que vous étiez en droit de savoir la vérité. Valentine traverse actuellement une période d'une extrême noirceur. Elle a dû se séparer en urgence de son appartement parisien, criblé par d'énormes dettes. Elle cohabite désormais avec Hugo dans une très modeste chambre de bonne insalubre, louée à prix d'or. Son fils travaille la nuit comme manutentionnaire pour une misère, et a sombré profondément dans l'alcoolisme le plus noir. Valentine vous tient pour l'unique responsable machiavélique de son infortune, mais je perçois très bien, en discutant avec elle, qu'elle a parfaitement conscience de ses propres torts impardonnables. Son ego surdimensionné lui interdit simplement de le formuler à haute voix. Anne a balayé le long message des yeux sans ciller, puis a reposé calmement son téléphone sur la table. Une mauvaise nouvelle, mon cœur, s'est inquiété Maxime en posant son livre. Non, a-t-elle répliqué avec un sourire triste, en observant le crépuscule. Une simple mise à jour. Sur ma pauvre vie d'avant. Tu as des remords ? Pas le moindre du monde. Jamais. Il a acquiescé doucement, respectant son silence apaisé, sans chercher à la questionner davantage. Si merveilleux mois se sont volatilisés à une vitesse folle. Anne avait adopté le télétravail de manière définitive et contractuelle. Son entreprise parisienne lui avait même accordé une belle promotion au mérite, elle supervisait à présent des équipes de développeurs sur des projets à l'échelle internationale, rendant la notion de barrière géographique totalement obsolète dans son métier. Avec Maxime, il formait désormais un couple solide. Officiellement, et aux yeux de tous. Il l'avait demandé en mariage en toute simplicité, loin de tout apparat grotesque, lors d'une promenade romantique et nocturne sur le rivage, juste après une chaude averse tropicale. « Je t'aime follement », lui avait-il déclaré, les yeux brillants. « Et je désire partager le restant de ma vie avec toi. » Non pas pour l'épaisseur rassurante de ton portefeuille, non pas pour ton physique très avantageux ou ton brillant parcours professionnel, mais uniquement parce qu'à tes côtés, je me sens enfin complet. Et je t'aime tout autant, mon amour, avait-elle rétorqué, les larmes aux yeux. Il avait extirpé un très modeste anneau de la poche de son Bermuda, une bague en argent massif, finement ouvragée, rehaussée d'une pierre locale très discrète. « Veux-tu devenir ma femme, Anne ? » Oui. Un grand oui. Les noces ont été célébrées dans la joie le mois suivant. Les pieds nus dans le sable chaud, vêtus d'habits immaculés et fluides dans la pure tradition locale. 20 convives seulement, des amis de cœur rencontrés sur leur terre d'accueil.
La mère d'Anne avait fait le long déplacement depuis la France, émue aux larmes, tout comme celle de Maxime, venu spécialement de Paris. Oublier les banquets fastueux et hypocrites dans les palaces parisiens, évanouit les spirales destructrices de l'endettement. Rien que l'ivresse pure du bonheur partagé. Et pendant ce temps, en France, Hugo croupissait pitoyablement dans une chambre minuscule, qu'il sous-louait au noir avec sa mère, un sordide cagibi de 12 mètres carrés dans un foyer de travailleurs délabrés. Valentine gisait sur un lit de camp étroit et grinçant, secoué par d'horribles quintes de tout grasse. Elle avait attrapé un mauvais coup de froid persistant, mais les finances faisaient cruellement défaut pour aller consulter un médecin ou acheter des médicaments. Le téléphone portable bas de gamme du fil a émis une vibration stridente. Un SMS d'un agent de recouvrement hargneux, Monsieur Hugo. Votre solde débiteur s'élève désormais à 12 000 €, pénalités incluses. À quelle date précise envisagez-vous de régulariser enfin la situation ? Il n'a même pas daigné formuler une réponse, se contentant de retourner l'appareil contre la table poisseuse. Il devait embaucher dans 2 heures, pour son poste éreintant de manutentionnaire de nuit dans une grande surface. 1 200 € mensuels de salaire, dont 9 cents partaient immédiatement en fumée dans le paiement du loyer exorbitant et les courses alimentaires de toute première nécessité. Valentine s'est tournée péniblement vers le mur tapissé de salpêtre humide. Tout ça, c'est uniquement de sa faute à elle, a-t-elle râlé d'une voix éraillée et pleine de fiel. C'est la faute de cette. Hugo a gardé le silence, le regard vide. La vérité, l'horrible vérité, il la connaissait pertinemment. C'était uniquement de sa faute à lui. De leur faute à tous les deux. La rançon inévitable de leur cupidité sans limite, de leur cécité volontaire, de leur conviction inébranlable qu'ils pouvaient ponctionner Anne sans aucune vergogne, sans jamais rien lui offrir en retour. Il a ouvert ses réseaux sociaux, incapable de résister à la tentation malsaine, et a fouillé dans la barre de recherche jusqu'à retrouver le profil public d'Anne. Elle ne l'avait pas restreint ni bloqué, se contentant de l'évincer purement et simplement de sa liste de contacts. Son dernier cliché en date s'est affiché, Anne, drapée dans une magnifique robe blanche, avec Maxime tendrement lové contre elle, protecteur. En toile de fond paradisiaque, une plage de sable fin et un soleil déclinant. Des sourires radieux et sincères. En guise de description sous la photo, ces mots, le début d'un tout nouveau chapitre. Hugo a fermé l'application, s'est levé lourdement, et a jeté un regard vide par la fenêtre sale. De l'autre côté du carreau crasseux, un ciel plombé de grisaille, des averses glaçantes, de la boue à perte de vue. Et à des milliers de kilomètres de là, par-delà les immenses océans, son ex-épouse dansait sur une plage ensoleillée, libre, épanouie, et ardemment chérie. Et c'était d'une justice implacable. Une année entière s'est encore écoulée, avant qu'Anne ne soit destinataire d'une ultime rumeur morbide colportée par l'amie bavarde de Valentine, Hugo avait rendu l'âme. Une cirrhose du foie foudroyante l'avait emporté très rapidement, triste conséquence de ses excès éthyliques quotidiens des derniers mois d'errance. Valentine s'était retrouvée livrée totalement à elle-même, survivant péniblement avec une pension de réversion de 800 €, recluse dans ce même sordide foyer. Anne a pris connaissance de la missive numérique avec un détachement troublant, assise sur la belle véranda de sa villa. Non loin de là, Maxime tapait concentré sur le clavier de son ordinateur de travail. Dans son ventre rond, une nouvelle petite étincelle de vie prenait forme, elle entamait son 4e mois d'une grossesse très attendue. Elle a posé une main protectrice et douce sur son ventre. Un souci, mon ange, a relevé Maxime, en détournant ses yeux clairs de son écran. Mon ex-mari vient de décéder. Je suis sincèrement désolée pour toi, Anne. Ce n'est vraiment pas la peine de l'être. Elle s'est levée avec souplesse, et s'est accoudée à la balustrade en bois. L'océan clapotait paisiblement en contrebas, d'une vitalité éternelle, d'une beauté impérissable et pure. Des nuées d'oiseaux marins tourbillonnaient gracieusement au-dessus des flots azur. Hugo était 6 pieds sous terre. Valentine croupissait dans la misère noire. Et elle évoluait chaque jour au paradis terrestre, flanquée d'un mari follement aimant, et portant l'enfant de leur amour sous le cœur. Elle n'a éprouvé ni gloire mal placée, ni cette saveur si particulière propre à la vengeance assouvie.
Juste une prise de conscience implacable et libératrice, chacun, dans cette vie, récoltait les fruits de ses actes passés. Elle avait fait le choix difficile de s'écouter enfin, de chérir sa liberté retrouvée, d'embrasser le bonheur à pleines dents. Et c'était incontestablement la décision la plus salutaire et la plus brillante de toute son existence. Maxime l'a rejointe à pas de velours, et l'a enlacée tendrement par derrière, déposant ses grandes paumes protectrices sur le creux de son ventre rebondi. « À quoi penses-tu, mon amour ? » Je me disais, en regardant la mer, qu'il est parfois absolument nécessaire de se retrouver dépouillé de tout pour réussir à se trouver soi-même. C'est une pensée d'une très grande profondeur. Il a déposé un baiser délicat et amoureux sur sa tempe. « On va dîner, mon cœur ? » « Allons-y, j'ai faim. » Ils ont regagné l'intérieur chaleureux de la bâtisse, tandis qu'au dehors, l'astre solaire sombrait lentement, nappant le firmament des couleurs chatoyantes de l'espoir. Quelque part en France, dans une chambre d'infortune exiguë et glaciale, une très vieille femme pleurait à chaudes larmes devant un cliché écorné de son fils disparu. Quelque part dans des bureaux grisâtres, des juristes fatigués dépoussiéraient les dernières liasses d'un homme qui n'avait légué pour tout héritage qu'un amoncellement honteux de dettes. Et à Bali, dans une demeure spacieuse baignée de lumière, de jeunes mariés amoureux s'affairaient au fourneau en écoutant de la musique, éclataient de rire pour un rien, et échafaudaient des projets grandioses. Le cours implacable de la vie reprenait ses droits. Et cette vie était d'une beauté stupéfiante pour ceux qui avaient eu l'audace de la façonner à leur propre image.